Hola, hello et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. Surplombant les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe nous raconte son histoire du haut de ses 50 mètres. Le chef Kai Kobayashi a su imposer sa cuisine délicate et pluriculturelle pour le plus grand bonheur de nos papilles. Accro de mode rétro, aujourd'hui nous vous réservons un repérage nostalgique autour des 70s. Des motifs floraux aux délicats angelots, la sculpture sur bois donne vie aux créations des artistes et artisans. C'est notre focus du jour. Bon pour la tête, beau pour les yeux, le tout en version 100% française. C'est Point de Vue. On savait qu'on pouvait adopter un mec, mais un rondin, c'est une nouveauté. Alors on se la joue castor moderne et on change la déco de l'appart. Exit table basse de grande enseigne. Bonjour, retour à la nature et ambiance canadienne dans le salon. Et en plus, ces tronçons de bois viennent de Montmorency, au nord de Paris, parfait pour construire son nid. Quand les SMS illimités n'existaient pas, quand on ne pouvait pas aller sur Internet avec son portable parce que Internet n'existait pas non plus, eh bien, il y avait des téléphones à cadran. Notamment le Crapaud, qui eut son quart d'heure de gloire entre les années 50 et 70. Façon caméléon, il a connu 1000 couleurs et textures et aujourd'hui, il nous laisse un petit goût de nostalgie. Les Parisiens sont des drôles d'énergumènes. Bada et Lalou l'ont bien compris et ont décidé de croquer les mœurs de ces derniers dans leur ouvrage « Monstres parisiens ». On y retrouve de douces parodies et surtout qu'on vienne de la capitale ou non, on se reconnaît tous un peu. Alors on travaille sur notre susceptibilité et on apprécie les habiles caricatures. Les enfants aussi ont le droit de se la jouer cool kids. Chez Chamallow, c'est à coups de broderie et non de quartier qu'on donne un cachet stylé mais mignon à la garde-robe des bambins. Maintenant, ils peuvent bouger et s'amuser tout en restant lookés. Et pour l'effet Dalton, on les range du plus grand au plus petit et on assortit les sweats. Incontournable symbole français, l'Arc de Triomphe nous a révélé quelques-uns de ses secrets bien gardés. C'est en coulisses. Rond-point le plus redouté des automobilistes parisiens, la place Charles de Gaulle est surtout admirée pour le monument qui y trône en plein milieu, l'Arc de Triomphe. Un monument bien connu, mais qui pourtant réserve encore quelques secrets. Et avant de jouer aux alpinistes et flirter avec le vide pour percer les secrets de l'arc, Bruno Cordeau, notre guide, nous explique l'origine de cet édifice qui, à l'époque de sa construction, marquait la sortie et l'entrée de Paris. Et comme aujourd'hui c'est votre jour de chance, Bruno a sorti son échelle pour nous permettre d'avoir la meilleure vue au-dessus des visiteurs envieux. On est au cœur de l'axe historique de l'Ouest parisien qui va du Louvre jusqu'à la Défense, mais au moment de la construction de l'Arc de Triomphe, c'est la frontière de Paris et à laquelle il faut payer des taxes pour entrer des marchandises dans Paris, est au pied du monument, en haut des Champs-Élysées. C'est vraiment, au moment où il est construit, c'est la porte d'entrée triomphale par l'ouest en direction du palais des Tuileries. Une porte qui, aujourd'hui, marque le croisement entre le 8e, le 16e et le 17e arrondissement. On a profité de la vue et jeté un coup d'œil à la Grande Dame avant de poursuivre la visite et redescendre dans le musée. Construit entre 1806 et 1836, ces 30 années de construction n'ont pas été de tout repos. 30 ans au 19e siècle en France, c'est compliqué. On part de l'Empire, 1806 c'est Napoléon Ier, se sont succédés les deux frères de Louis XVI, Louis XVIII, Charles X, et finalement c'est Louis-Philippe qui terminera les travaux en 1836. Et tout ce qu'on voit sur les façades aujourd'hui du monument a été décidé à ce moment-là. Tout le programme iconographique qu'on voit sur les façades répond à la dédicace définie par Louis-Philippe, à savoir le monument est dédié aux armées de la Révolution et de l'Empire. Une fois qu'on a retenu ça, on a tout compris de l'Arc de Triomphe. Chaque côté de ce monument à 360 degrés raconte une histoire. Il y a évidemment 4 façades, mais les plus importantes sont la face Est et Ouest qui marquent l'entrée et la sortie de Paris. Les façades portent le mode d'emploi du monument, le sens d'utilisation. Quand on est côté Champs-Élysées, on s'apprête à sortir de la ville, il faut se souvenir que la frontière était au pied du monument. Quand on est une armée victorieuse et qu'on entre dans Paris, alors on revient de l'avenue de la Grande Armée et on entre vers les Champs-Élysées. Eh bien, quand on est sur la façade Grande Armée, on voit ces indications se reporter sur le groupe sculpté. Ainsi, on a là une frise qui s'appelle le Retour des armées, ce qui n'est pas du tout le cas côté
Champs-Élysées, où là, les renommés ont la trompette à la bouche, appellent au combat. Et la frise qui est côté Champs-Élysées s'appelle le départ des armées. À la fin de la Première Guerre mondiale, il est décidé de rendre hommage aux combattants qui ont donné leur vie pour la France. Et c'est comme ça qu'une dépouille d'un soldat non identifié a été enterrée ici et désigné le soldat inconnu en souvenir des millions de morts. Et Bruno, pas avare en anecdotes, nous a même confié une petite erreur qui aurait bien pu rester gravée dans la pierre. Alors à l'intérieur des arches sont gravés les noms des batailles, mais aussi dans les arches latérales, les noms des officiers généraux qui ont participé à ces batailles. Ceux qui sont soulignés sont morts au champ d'honneur. Mais quand on écrit dans la pierre, il ne faut pas se tromper, et ça a été le cas pour le sieur Béliard, qu'on voit dans la 3e colonne. Il a d'abord été souligné, mais en fait il était bien vivant, il est mort beaucoup plus tard dans son lit, et donc on voit qu'il était souligné puis rebouché. Un détail qui nous aurait évidemment échappé. Musée et lieu de recueillement, l'Arc de Triomphe est surtout un bijou national qu'il faut préserver. Bruno nous propose d'aller faire un tour sur la corniche pour aller voir le système d'évacuation des eaux. Un accès très privilégié car il faut s'harnacher. Sécurité oblige quand on part se balader 45 mètres au-dessus du vide. Alors là, on est dans un endroit effectivement complètement interdit au public. On fait particulièrement attention aux voies d'eau. Donc les plombs que vous voyez là sont refaits, contrôlés régulièrement. Et les corniches, ce sont ces coursives qui font tout le tour de l'arc. Et comme on sait que peu de personnes y ont accès, on savoure ce moment privilégié et une fois de plus, on se laisse distraire par la vue. Entre le Japon et la France, le cœur du chef Kei Kobayashi balance, mais c'est à Paris qu'il a posé ses casseroles. La rue du Coq-Héron, dans le 1er arrondissement de Paris, abrite le restaurant d'un chef doublement étoilé, celui de Kei Kobayashi, qui mêle haute gastronomie française et tradition nippone. Né à Nagano, au Japon, dans une famille de cuisiniers, il découvre la cuisine française à 15 ans et c'est le coup de foudre. C'est décidé, Kei deviendra chef gastronomique en France. Mais avant de prendre un billet sans retour pour l'Hexagone, il doit se familiariser avec les produits français, comme la laitue et le chou. La première fois, Kei les a confondus et cette erreur, il ne l'oubliera jamais. Au début, c'est assez dur parce que je ne comprends pas les produits. Des fois, tu cherches les laitue. Ok, laitue, qu'est-ce que c'est? Mais des fois, j'ai amené le chou. Un peu la même forme et tout ça. Après, il m'a engueulé et tout ça. Et ça, c'est le début, c'est un peu dur. Et les quelques appréhensions du début ont vite été balayées. Peut-être au bout de 2 mois, j'ai fait la cuisine. Donc, tous les jours, je fais. Un jour, mon collègue, il a dit « c'est bon ». C'est ça qui l'éveil. Je fais continuer. Kei apprend vite et cumule les expériences auprès des grands chefs comme Gilles Goujon, Michel Hussert, Alain Ducasse, Jean-François Piège et Christophe Moret avant d'ouvrir son propre restaurant en 2011. Chez Kei, il n'y a pas de cuisine fusion, mais plutôt de la gastronomie française orchestrée par une sensibilité japonaise. Très rigoureux, aucun détail n'est laissé au hasard, que ce soit le choix de la vaisselle, les produits, le dressage et le poids de chaque assiette. Important, ça c'est d'abord première chose, je pèse dans l'assiette. Comme ça, à peu près un menu complet. Combien de grammes manger? Trop manger, à la fin c'est fatigue. Pas assez manger, à la fin critiquer. Donc, les bons équivalents dans le poids. Et ça dépend de la saison. Et c'est menu l'été, un peu plus léger. Mais par contre, le poids c'est pareil. Mais juste goût, matière première, matière produit, tout ça qui est différent. Dans le restaurant du chef, tout se fait en équipe. Tous ensemble, les décisions, tous ensemble, c'est ça qui est important. De ne pas catégoriser équipe de salle, équipe de cuisine. Mais c'est tout le monde penser équipe de Kei pour client. Mais toute l'histoire, c'est tout le monde. C'est-à-dire c'est équipe de salle, tout le monde. Équipe de cuisine, même stagiaire, tout le monde ici. De quelle table, mangez pas ça, ça c'est on fait ça. Quand on s'installe à la table de Kei Kobayashi, on ne sait pas vraiment ce qu'on va manger, car les menus sont carte blanche.
Et avant chaque service, lui et ses équipes passent en revue les allergies et les goûts des clients en fonction des produits disponibles et des cuisines élaborées pour ne pas faire d'impair. Car un menu carte blanche doit répondre à toutes ces exigences, comme nous l'explique Louis-Marie Robert, directeur de salle au Quai. Sa vision, c'est de s'adapter à chaque phénomène qui peut se passer dans un restaurant. Ça peut être une saison, ça peut être un produit qui est disponible, indisponible. Mais comment définir la cuisine du chef? Une idée? La cuisine du chef Quai, c'est une cuisine qui est déjà très végétale, très tournée vers les produits de la mer. Je pense que c'est une cuisine hommage à la cuisine française, tout en étant très personnelle, stylisée et unique, et qui fait preuve d'énormément de simplicité, mais de complexité à la fois. De quoi nous mettre l'eau à la bouche. Kei Kobayashi a bel et bien posé ses valises à Paris et ne compte pas freiner sa quête des étoiles. Bonjour Kei, Bonjour, Catalina. merci de nous recevoir dans votre restaurant Kei. Ah, c'est bienvenue, notre restaurant. Vous venez d'une famille de cuisiniers traditionnels japonais Kei. Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce que vos parents vous ont transmis? Quand j'étais petit, souvent je suis allé en cuisiner avec mes parents et tout ça. Il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Même au Japon, ils achètent déjà fini. On dit c'est traiteur et tout ça, ils achètent tout ça. Mais chez moi, ça c'est ma mère qui fait A à Z. Ouais, qui cuisinait. Cuisiner, oui. Mais vous avez eu un déclic pour la cuisine française en voyant un documentaire avec Oui. Alain Chappelle. Oui. Comment ça se fait que vous avez eu ce déclic? Qu'est-ce qui vous a tellement plu? C'est pas la cuisine. Mais bien sûr, la cuisine, c'est élégant, c'est tout ça. Mais plutôt les costumes. Donc, veste blanche, pantalon noir et tablette blanche. Waouh, c'est beau. Ça vous a fasciné. Et du coup, vous vous êtes dit, voilà, moi je veux être cuisinier en France. Je suis né à Nagano, à la campagne. Il n'y a pas de cuisine française, de quotidien. Et donc, je ne connais pas la cuisine française, mais par contre, stylé la veste. Après, donc, entrer dedans, la cuisine française. Quelle était votre première émotion gustative de la cuisine française? Quel plat avez-vous mangé et vous vous êtes dit, waouh, ça c'est une cuisine que j'aime et que je veux faire moi? Je pense que c'est très simple. Donc, une soupe de carottes. Soupe de carottes. Ouais. À la crème. C'est incroyable. Ouais. Ça, mais j'ai mangé ça. Il y a des goûtures de carottes. Mais par contre, côté de crème, wow, c'est bon, c'est simple. Ouais. C'est ça qui vous a plu. Mm. Vous avez dit une fois que l'esprit de Escoffier, Auguste Escoffier, est toujours présent quelque part dans vos plats. Comment ça se traduit? C'est-à-dire les sauces. Oui. La cuisine française, il y a beaucoup de sauces. Oui. Par exemple, la cuisine japonaise ou d'autres cuisines, la sauce est en catégorie sauce mélangée, un peu assemblage et tout ça. Même au Japon, c'est côté de bonite, dashi et tout ça, avec sauce soja et tout. Mais la cuisine française, toutes les régions, il y a des sauces différentes. Oui. Tous les ingrédients, des sauces différentes. Et c'est ça que j'ai découvert beaucoup. Vous êtes venu en France, vous avez fait comme un tour de France dans 3 établissements différents, avec votre valise à la main, sans parler la langue, sans parler le français. Finalement, le langage de cuisine est universel. Oui, ça c'est aucun souci. Parce que c'est dans la cuisine. Et bien sûr, c'est important la langue. Mais par contre, quand j'étais au Japon, mon chef il a dit, c'est d'abord regarde. Pas besoin de langue. Il faut regarder. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les chefs, ils vous croient. C'est ça qui est donc important. Vous avez obtenu votre première étoile en 2012, ensuite en 2017 la deuxième. Comment votre carte a évolué depuis? Plus simple. Donc depuis, je pense que depuis 3-4 ans, on a décidé. Vous simplifiez la cuisine? Oui. Donc un plat, maximum 2 parfums différents. Les goûts aussi, je pense que 1 puissant, 2 moyen, 1 assemblage, liaison, pas plus.
Donc, Ça veut dire que plus vous avancez, plus vous épurez votre cuisine. je pense que des fois c'est trop simple, mais Et vous vous concentrez sur le produit et peut-être aussi la présentation qui est très importante pour vous. aussi oui, parce que c'est la cuisine gastronomique, c'est-à-dire c'est le côté de art. Aujourd'hui, ce que vous attendez, c'est la 3e étoile ou c'est ce que vous aimerez, c'est la 3e étoile? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais donc j'aimerais bien des grandir chez Lucas aussi. Donc lui, il cherche plus haut c'est possible. Si c'est peut-être maintenant installé 4e étoile, il va chercher 4e étoile. Mais moi, je sais pas, il faut suivi. Donc c'est pas suivi de M. Lucas, mais par contre, on va suivre, c'est notre chemin de chercher le maximum. Et aujourd'hui, si vous avez 3 phrases pour définir votre cuisine, votre style? 3 phases. Ouais, ou 4. 3 phases. Oui. 3 phases, c'est la produit. D'accord. Et 4e, élégance. Merci Kay. Merci. Merci chef. Paris est marqué par les styles et les époques. Nous avons remonté le temps dans les années 70 pour vous dénicher 3 adresses stylées. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré et remonté le temps jusque dans les 70s. Pas question d'entreprendre ce voyage sans la panoplie appropriée. À la lisière du Marais, William Morisset tient une boutique de vêtements et d'accessoires vintage. Et ici, il y a clairement le choix pour donner à sa garde-robe un petit coup de vieux. Sur les portants, le patrimoine fashion du XXe siècle se dessine. Alors voici quelques pistes pour ne pas se tromper de décennie. Des couleurs flashy, le orange en tête, des motifs psychédéliques, les 60s ne sont pas bien loin. Des coupes bien ajustées, mais aussi pas mal de classe et de glamour. Et si votre truc c'est plus le hippie chic qui ne s'est jamais vraiment démodé, vous êtes à la bonne époque. C'est une robe des années 70 de la maison Lanvin. Et en fait, c'est en toile à beurre et c'est entièrement brodé de fil d'or avec cette inspiration probablement indienne. Un bel exemple du hippie chic. Depuis 20 ans, William se la joue chercheur de pièces précieuses et met en avant les collections emblématiques des créateurs du siècle dernier. Pour les 70s, on retiendra Paco Rabanne et son côté métallo, Pierre Cardin ou André Courrèges, adepte des gambettes à l'air, et notre spécialiste a son petit préféré. Ouais, pour moi, le plus grand et le maître reste Saint-Laurent, qui vraiment, à chaque époque, à chaque moment, a su capter la jeunesse et puis l'envie des femmes de porter des pantalons, d'arrêter de porter des jupes, ce qui était un petit peu assez révolutionnaire à l'époque. La révolution ne s'est donc pas arrêtée en 68 et la mode ne fait pas exception. Vous avez trouvé votre tenue? Alors on change d'arrondissement, direction Montmartre pour donner une petite touche rétro à votre déco. Dans cette galerie aux airs d'appartement d'un autre temps, le mobilier est vintage, mention pièce unique ou presque. Et c'est Jean-Marie Der, chineur de l'extrême, qui nous fait faire le tour du propriétaire. Pour lui, les 70s, c'est un peu plus que l'incontournable table Formica. C'est juste après 68 et c'était, on se lâche un peu, on sort des sentiers battus avec une volonté de provoquer, de choquer, de changer. On assemble des matériaux différents, on se risque dans des formes parfois tout à fait différentes. L'exemple du canapé sur lequel je suis assis, je pense, en est une bonne. Alors c'est bien noté, des couleurs vives comme pour ces canapés ou ce vase, des contrastes de couleurs à l'image de ce fauteuil d'inspiration Jean Cocteau, des mélanges audacieux de matières comme ces suspensions en papier, ces sièges d'un Philippe Starck à l'aube de sa carrière ou cette lampe sur laquelle s'entrechoquent le verre et le métal. Ici, les signatures de designers écrivent l'histoire de cette décennie. La mode et la déco, c'est bien joli, mais que seraient les 70s sans leur vent de folie nocturne? Aujourd'hui, c'est place des Vosges que ça se passe, au Serpent à Plumes. Un speakeasy, le bar secret par excellence, au sous-sol d'un café et magasin de pyjamas. Improbable, non?
Ambiance anachronique et look signé Vincent Darré, décorateur d'intérieur, adepte des soirées au Palace à cette époque. Vous ne le croirez peut-être pas, mais à la tête de l'établissement, on retrouve Alexander, un petit jeune de Minneapolis. Travaillant sur une nostalgie, d'essayer de recréer une nostalgie, et quelque chose qui me plaît beaucoup. Et comme moi-même, je n'ai pas forcément vécu ça, le but, c'est d'essayer à créer un monde parallèle, un univers particulier, amusant, à part et magique. Du mobilier aux tenues des serveurs, en passant par la musique et les cocktails, le serpent à plumes pourrait bien réussir son pari de ressusciter la fièvre du samedi soir. Et grâce à notre petite balade, vous pouvez en faire autant. Le métier de sculpteur ornemaniste perdure depuis plusieurs siècles grâce aux artisans. Rendez-vous dans l'atelier de l'un d'entre eux. Il y a la sculpture sur pierre, sur métal, celle sur terre et il y a la sculpture sur bois. Aussi âgée que les autres, la sculpture sur bois est apparue il y a plus de 2 millions d'années. Mais contrairement aux autres matériaux, il en reste peu de traces car le bois ne traverse pas aussi bien les millénaires que ses congénères. Et la plus ancienne version, c'est celle-là, sculptée il y a plus de 11 000 ans. Dans la famille des sculpteurs sur bois, il y a les sculpteurs ornemanistes, un métier en voie de disparition qu'Étienne Ressac fait perdurer dans son atelier depuis 1992. Un métier qui n'a pas changé. En boiserie, en décor intérieur, une chose sûre, c'est qu'on n'invente rien. Tout a été fait et on a des telles références que, bon, on ne va pas s'amuser à modifier des choses, ce serait une erreur flagrante. Un héritage bien marqué qui demande des années d'apprentissage. Chaque époque a vraiment un style très particulier, donc demande à analyser de la composition d'un décor. Donc, une fois qu'on a toute cette connaissance des styles, eh bien après, et de l'histoire de l'art, il faut qu'on apprenne à la dessiner. Donc c'est des heures et des heures de pratique et d'observation. Quand on est sculpteur ornemaniste, il faut savoir tout faire. Que ce soit pour une sculpture statuaire ou un ornement, tout commence par un dessin très précis. Le moindre détail va donner du caractère au tournage. Donc là, je fais une première approche comme ça, en gros, à main levée. Et après, je vais le remettre au propre pour qu'on soit vraiment très précis. C'est-à-dire que souvent dans notre métier, les premiers dessins, oui, sont, on va dire, esthétiques. Mais après, ça devient très, très rapidement technique. C'est-à-dire qu'on travaille au millimètre, au demi-millimètre près. C'est le dessin qui déterminera les gestes du sculpteur, car en sculpture, il n'y a pas de place à l'improvisation. Une notion très importante car chaque bois est différent et ne se travaille pas de la même manière. Il y a des bois plus tendres que d'autres et il faut faire attention à ceux qu'on choisit. Et nos chers ancêtres avaient et le temps et la sagesse de prendre des bois et puis de laisser 40 ans dans leur entrepôt. Maintenant, on travaille d'une manière complètement différente, c'est-à-dire que les bois sont étuvés, c'est-à-dire qu'ils sont coupés en plateaux et ils sont mis dans des séchoirs. Alors effectivement, ils sont secs, mais ils ne sont pas stables, premièrement. Et deuxièmement, nous, quand un bois est trop étuvé, c'est-à-dire qu'il est trop séché, ça enlève tellement, ça vide tellement le bois de la sève que quand on le sculpte, il est cassant. Il ne se tient pas. Si vous faites des choses très très fines, comme il n'y a plus cette souplesse qu'il y avait avec la sève, le bois, il casse. Le bois est ensuite travaillé à l'aide d'une multitude d'outils, comme les gouges, les rifloirs et les massettes. Et ces outils, Étienne Ressac en prend soin, car on ne badine pas avec la technique. Il faut apprendre à les affûter, puisqu'on les affûte nous-mêmes. Il est hors de question que ce soit une autre personne qui les affûte, parce que c'est très personnel. Ça serait comme un musicien qui accorderait son violon. Des outils qui permettent également de donner du volume et d'accrocher la lumière. Mais là, l'idée, c'est quand même que les plans se contrarient et accrochent la lumière et que ça reste, au final, qu'il y ait quand même une tension, que ça ne se ramollit pas, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ces rapports de plans, de volume, et qu'il y ait une tension en permanence. Si on veut accrocher la lumière, c'est ce qu'on appelle contrarier les plans. C'est-à-dire que si vous faites 3 plans successifs, il ne se passe rien. Par contre, si vous les contrariez,
tout de suite la lumière elle accroche. Et il n'y a que comme ça qu'au final, sa petite entre guillemets poitrine, elle reste vivante et présente. Et comme vous le voyez ici, tout est fait à la main. Les machines n'ont pas encore fait leur apparition dans ces ateliers et ce n'est pas près d'arriver. Étienne Ressac fait partie de ces irréductibles gaulois qui ne sont pas prêts de déposer leur gouge. Version française est déjà terminée, mais j'espère vous retrouver très vite et en attendant, restez chic toujours. Bye!